Alors, je dis juste 2 mots sur le côté très particulier de la réception du cinéaste de ce soir. Et du coup, Massoumé va être obligé de traduire Apana qui est caché dans la salle. Là, tout le monde regarde son voisin, tout ça. Non, c'est que c'est vraiment un moment d'émotion un peu particulier parce que cette salle, un peu historiquement maintenant, depuis 10 ans, allez, 20 ans au hasard, a un rapport assez singulier et fort avec le cinéma iranien en général. On essaye de lui être fidèle. Vous savez qu'au Méliès, il y a une salle qui s'appelle Abbas Kiarostami, par exemple, qui est venue inaugurer l'héroïne de Ten. Abbas, qui lui-même devait venir montrer Ten au Méliès et s'était trompé de RER. Et donc nous avait planté lors de la première projection française du film après Cannes. Et puis, il y a 9 ans, dans cette salle, eh bien, il y a un certain Jafar Panahi qui est venu présenter 2 films, Le Cercle et Sang et Or. Et donc, 9 ans plus tard, de se dire qu'on accueille son fils pour un film aussi éblouissant que Hit the Road, que vous allez voir ce soir, et qu'en plus, on a cette espèce de cadeau suprême d'avoir comme traductrice la femme la plus épatante du monde, Massoumé Laïdji, qui non seulement est traductrice, mais a été aussi l'assistante personnelle d'Abbas Kiarostami. C'est pour moi une source profonde d'émotion. Merci au GNCR, bon anniversaire, merci Corentin pour le CNC, merci à Réplique, bonne projection et à tout à l'heure pour la rencontre avec Pana Panahi. Pana qu'effectivement il va partir. Et donc, voilà, comment ça a influencé le film, dans quelle mesure ça constitue une étincelle, un point de départ. Et puis, d'autre part, je joins tout de suite la deuxième question, il y a des choses qui viennent assez directement de votre propre biographie, pas dans le récit principal, mais parfois dans les rapports entre les personnages, dans un certain nombre d'enjeux que le film porte. خیلی ممنونم ازت بابت این همین لطفی که بهم دارید. باعث افتخارم که از حضور دارم از شما تماشاگران عزیزان. خیلی ممنونم که تا الان موندید و برای من باعث افتخاره که جلوی شما حضور دارم. در مورد فیلمنگرد سوری اینکه چه قسمتش مربوطه به درست. من در حال نوشتن یک فیلمنامه دیگه بودم و تقریبا اون کامل شده بود، ولی اتفاقی که برای دوستم افتاد این بودش که یه روزی بهم خیلی اصرار کرد که بیام خونه‌شون و من نمیتونستم برم. پس فرداش زنگ زد که داره از ایران میره و اتفاقی و من نتونستم ازش خداحافظی کنم. بعدها که با چند سال بعدش که من توی آلمان دیدم، باهاش صحبت کردم، اون روزهایی که به سپری شده بود و برام تعریف می‌کرد که با خانواده راه افتاده بود به سمت مرز و اینکه چطور از ایران خارج شد برام تعریف کرد. چیزی که برام خیلی مهم بود این بود که اون لحظاتی که با خانواده داشته این مسیر رو طی می‌کرده، چی به خودش و چی به خانواده گذشته. و اینکه یک روزی هم پدرم سراسیمه اومد خونه، گفتش که برای خواهرم بلیط خریده و باید همین امشب خونه رو ترک کنه، به خاطر اینکه بازجوش زنگ زده بود به پدرم و در مورد خواهرم ازش سوال می‌پرسید و پدرم ترسیده بود که از خواهرم به عنوان اهرمی برای فشار به پدرم استفاده کنن و به خاطر همین پدرم سریع همون شبانه بلیط رو گرفت و خواهرم رو راهی کرد. Et les gens qui ne connaissent pas encore Massoumé Laïdji dans la salle et qui se disent elle n'y arrivera jamais, vous ne l'avez jamais vu. D'abord, merci beaucoup Stéphane, je suis très touchée des mots que tu viens de dire et je me sens très honorée d'être ici ce soir et notamment pour cet anniversaire. Et je vous remercie vous tous d'avoir regardé le film et d'être restés pour ce moment d'échange entre nous. Donc la question que Pana avait oubliée, lui, mais qui lui est revenue entre-temps, c'est oui, en effet, j'étais partie sur une autre idée pour ce premier film, sur une autre idée de scénario. J'avais presque un scénario complet quand je me suis rendu compte que l'histoire que je devais raconter, c'était sans doute pas celle-là, c'était plutôt celle d'un ami qui, un soir, m'avait appelé et avait beaucoup insisté pour que j'aille le voir.
Et je ne pouvais pas, ce soir-là, j'y suis pas allée. Et 2 jours après, j'ai appris qu'il était parti, en fait, qu'il avait dû partir très subitement, quitter l'Iran, et je n'avais pas pu lui dire au revoir. Et ça m'avait marqué, cette séparation soudaine. Et des années après, quand j'ai eu l'occasion de le rencontrer en Allemagne, où il s'était installé, il m'a vraiment fait le récit de ce départ très, très abrupt, violent aussi dans son histoire à lui, mais surtout il m'a fait le récit assez détaillé de ce trajet, de ce chemin qu'il a fait avec sa famille, qui avait décidé de le raccompagner à la frontière, et tout ce qui s'est joué entre les membres de cette famille pendant ce voyage-là. Donc ça a été en effet un déclic, quelque chose qui m'a semblé important à raconter, d'autant que ça me renvoyait à une dimension plus personnelle de notre histoire familiale, puisque mon père, dans ce qu'il vit depuis quelque temps, toutes les mésaventures qui sont les siennes en Iran, un jour est rentré et très subitement, en arrivant à la maison, il a dit « J'ai pris un billet pour que Solmaz, ma sœur aînée, quitte l'Iran », puisqu'il avait reçu un appel de l'inspecteur, de son tortionnaire mental, de celui qui appelait souvent pour lui poser de nouvelles questions. Et ce jour-là, il avait posé des questions très précises sur ma sœur, et donc mon père a soudain été pris de la crainte que ma sœur soit utilisée comme un moyen de pression contre lui, et donc il a décidé comme ça, de façon assez irrévocable et soudaine, que ma sœur devait partir. Il avait acheté un billet, et du jour au lendemain, il a fallu que ma sœur aussi quitte l'Iran. Et donc la résonance entre ces 2 histoires en ont fait pour moi une histoire assez exemplaire pour faire l'objet de mon premier film. و اون لحظات آخری که جمع شده بودیم همه، تا دوستان خواهرم همه جمع شده بودیم خونه ما که پیش خواهرم باشیم تا موقعی که به فرودگاه بریم، اون لحظات همه ما سعی می‌کردیم اون غممون رو پنهان کنیم، این شکایت. Et ces dernières 24 heures qu'on a passées en fait autour de ma sœur, où on a fait venir ses amis pour passer du temps ensemble, pour l'accompagner, en fait accompagner ces dernières heures en Iran, même si elle quittait le pays de façon tout à fait légale, et on allait l'accompagner à l'aéroport pour son départ. Ce qui m'a beaucoup marqué pendant ces heures-là avec ses amis, c'est qu'on faisait tous semblant d'être joyeux. On voulait tous faire bonne figure devant elle, écouter de la musique, rire. Et même si cet effort était extrêmement artificiel, qu'on avait plutôt le cœur à pleurer, mais on ne voulait surtout pas se plaindre, surtout pas se référer à la situation, à ce qui la faisait partir, mais c'est plutôt être dans une sorte de célébration joyeuse qui pour moi était d'autant plus douloureuse que justement il y avait tout ce qui causait cette séparation soudaine, et tout ce que ça a évoqué, tout ce que je supposais de ce qu'avait dû vivre mon ami et sa famille avant son départ. Donc voilà, le scénario a germé à ce moment-là dans mon esprit. Alors, autre moment d'émotion, en fait, c'était pas du tout ça la réponse que j'attendais. Parce qu'il n'en a parlé à personne, je crois, de ça, de cette partie biographique. En tout cas, dans l'entretien positif, comme dans celui des cahiers, comme dans celui du dossier de presse, il n'y a aucune mention de l'histoire de la sœur. Et en fait, ce que j'attendais, du coup, mais c'était beaucoup plus fort comme ça, c'est le rapport à la paranoïa des parents, et notamment de la mère, qui se croit suivie, surveillée, écoutée, l'histoire des téléphones portables, qui là renvoie vraiment à quelque chose qui est vécu par la famille Panahi depuis que Jafar Panahi a été assigné à résidence et interdit de continuer à faire des films. Oui, ça pour le coup c'est quelque chose que moi-même j'ai découvert aussi. J'ai fait peut-être pas de l'analyse filmique mais de l'analyse de scénario en lisant, c'est-à-dire j'ai d'abord écrit ce scénario de façon extrêmement spontanée et en ne pensant qu'à ce que je sentais juste pour l'évolution des personnages d'une séquence à l'autre. Et après, une fois que le scénario entier existait, j'ai commencé à le lire. Et cette relecture, cette révision, cette analyse que j'ai faite moi-même de ce texte a eu pour moi une vertu vraiment thérapeutique. Ça m'a permis de découvrir des aspects
de ma propre personne, et au fur et à mesure que j'en prenais conscience, que je passais de l'écriture très spontanée à une vision un peu plus profonde de pourquoi je choisissais une séquence ou tels aspects plutôt que tels autres, d'essayer de tirer sur ce fil-là et d'en faire un élément un peu plus construit au cours du scénario. Et en l'occurrence, cet aspect auquel vous faites allusion, c'est dans cette deuxième séquence que j'ai écrite là aussi de façon complètement spontanée, sans vouloir rien dire ou faire passer aucun message ou ne rien faire comprendre de la famille. Très, très spontanément, c'est ce que j'avais écrit. Je me suis rendu compte que cette attitude qu'a la mère de se croire toujours surveillée, de croire qu'il ne faut pas avoir de téléphone, que si le téléphone sonne, c'est un drame, qu'elle est persuadée d'être suivie parce que quelqu'un leur fait des appels de phare. En fait, ça me venait vraiment de notre situation familiale. On était en effet plongé dans une paranoïa complète à partir du moment où mon père a été arrêté et qu'il a eu des ennuis avec les autorités. En permanence, et ça dure encore aujourd'hui, dans notre famille, on a cette espèce de crainte d'être sur écoute. On est persuadé qu'on nous écoute quand on est au téléphone. Même à la maison, on a tendance à parler à voix basse en croyant qu'il y a peut-être des micros et à être complètement parano, parfois à juste titre et parfois peut-être de façon complètement exagérée. En tout cas, je pense que des gens qui nous voient de l'extérieur peuvent croire qu'on est un peu dérangé, d'être toujours dans cette crainte-là, mais en tout cas, ça caractérise notre attitude à tous les membres de la famille, et c'est devenu un peu une sorte de nature, c'est devenu un trait de personnalité donc, qui a déteint sur mon personnage, et donc ça m'a intéressé moi-même d'observer ces traits ou ces moments que j'ai incorporés au scénario en raison de ma propre personnalité. Alors je pose la troisième question, puis après on fait les 3 minutes d'analyse. Ouais. La troisième question, c'est que le truc sidérant de ce film, c'est le mélange des genres, et le mélange des tons, et le mélange des rythmes. Je ne vois pas tellement d'équivalent dans le cinéma contemporain de quelqu'un qui prend autant de risques à passer d'un rythme à l'autre, d'une longueur de plan à l'autre, avec des très longs plans séquences, dans la voiture par exemple, sur la chute des pistaches, ou le partage de la pomme dans l'eau, et au contraire des plans extrêmement brefs, le plan de l'écrasage de la canette de coca par exemple. Mais évidemment, ça renvoie à des ruptures de rythme, des ruptures de ton, des interruptions de musique hyper soudaines. Enfin, le film est incroyablement heurté pour un road movie continu. Voilà, donc je voulais savoir, et évidemment, cette question-là des ruptures de rythme recouvre la question du mélange des genres cinématographiques, puisque c'est à la fois un road movie, un film sentimental, une tragédie, une comédie musicale, un western parfois. Voilà, ce qui est juste dingue de faire un objet cinéma à ce point concentré, quoi. Voilà, et donc d'où lui est venu ce désir de jouer sur des ruptures aussi fortes, non seulement en termes de rythme et de méthode de montage et de découpage, mais aussi en termes de genre cinématographique. Là aussi, je me référerai à ma propre personnalité. Je suis un garçon qui se lasse très vite. Je me rends compte qu'aussitôt que je me concentre sur quelque chose, que je suis dans une situation, dans une conversation, je peux très vite me lasser et passer à autre chose. La bascule est toujours extrêmement brutale et soudaine chez moi. Et aussi sur le plan émotionnel, je me rends compte que je suis quelqu'un qui n'a pas vraiment des filtres qui sont visuels, surtout dans ma culture, je ne les ai pas vraiment. Donc quand quelque chose me fait plaisir, ça se voit tout de suite sur mon visage et dans mon ton, et tout d'un coup je peux penser à quelque chose de plus triste et ça m'accable tout entier, je ne peux pas le cacher, et donc c'est cette espèce de passage très, très soudain d'une humeur à l'autre, d'un ton à l'autre, d'un état à l'autre, d'un sujet à l'autre. C'est vraiment quelque chose qui caractérise ma personnalité, et en écrivant ce scénario, la seule chose, comme je le disais, qui comptait pour moi, c'est que ça me convainque moi-même, que ça me plaise, et je ne me fiais qu'à mon intuition et à mon sentiment de justesse dans la façon dont j'articulais les scènes sans réfléchir en termes de genre ou de loi cinématographique. Voilà, et en même temps, le film est d'une rigueur de dingue, qui se voit, plus on voit le film et plus on saisit ça. Y compris s'il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours la première fois, enfin, c'est parfois très elliptique. Alors, je veux bien qu'on analyse un très court passage, mais c'est la première chanson quand le père regarde la caméra et qu'on entend pour la première fois l'air adapté de Schubert. Et là, on est dans un truc très pathétique, presque.
profond, où tout à coup on entre dans la mélancolie du personnage qui par ailleurs est du côté du cynisme. Et donc le plan s'appesantit comme ça, et on a un plan extérieur qui nous le montre juste après en train de tendre le bras, et on se rend compte qu'il tend le bras vers son fils qui est à l'extérieur de la voiture, le fils aîné, celui qu'on va emmener à la frontière. Et donc ce geste-là est incroyablement pathétique, au sens du pathos, là pour le coup. Enfin, c'est une espèce de geste symbolique de la quête de l'autre, sachant qu'ils sont effectivement très à distance l'un de l'autre. Et donc c'est potentiellement bouleversant parce qu'on reste dans l'émotion au premier degré. Et puis en fait, on se rend compte ensuite qu'il se retire et qu'à la place du bras, il prend sa béquille et qu'en fait le bras n'était pas tendu vers le fils, de l'autre côté du pare-brise, mais vers le sachet de pistache qui était à côté du volant. En fait, ce qu'il s'agissait, c'était un truc très très pratique, c'est-à-dire de bouffer, quoi. Sachet de pistache qui vont être très important, notamment dans la scène géniale du cycliste, quand le cycliste les fait tomber par terre et du coup se cache du peloton, ce qui lui permettra de gagner la cagnotte. Et ce pathétique-là, ce mélange des genres-là, va être reconduit juste après, puisque l'enfant, le petit cette fois, va crier en avant. En faisant en avant, il reproduit le geste du bras du père fait quelques minutes avant, et la voiture part vers l'arrière. Ce que Olivier Cooper-Agent analyse très justement dans les cahiers en disant que c'est la dimension psychanalytique du film, c'est-à-dire que c'est un voyage à reculons où personne n'a envie d'y aller vraiment, quoi, sauf peut-être le fils aîné. Et en fait, ce mélange des genres-là, il est reconduit dans un gag, enfin c'est presque un gag vraiment, c'est quand ils sont dans l'eau, juste avant les pommes, le père prend sa béquille et la dirige avec une grande diagonale comme ça vers son fils aîné, comme si c'était une arme qu'il pointait vers lui. Donc comme pour dire ça, là, dans une espèce de jeu comme ça un peu cruel, qui pourrait le descendre, puisqu'ils sont quand même dans des rapports un peu rudes. Et en fait, on découvre juste après qu'il désigne la pomme qu'il voudrait partager avec lui. Et donc chaque fois qu'il y a un signe comme ça, qui peut être interprété comme un signe soit de pathétique, soit de violence, il est retourné pour être lu différemment dans une espèce de double lecture qui correspond à deux émotions contradictoires, à deux genres, et tout le film est fondé là-dessus, tout le film. Ce qui fait qu'on peut vraiment le relire presque plan par plan, raccord par raccord, pour trouver une tonalité différente que cachait la tonalité première. Je vous assure que quand on relit le film, c'est démentiel. J'ai envie de vous donner 12 autres exemples, mais on n'est pas là pour ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette intention-là, qui est la cohabitation de deux émotions, qui implique d'une certaine façon de choisir son camp émotionnel pour le spectateur, et qui implique peut-être de revoir le film pour le comprendre pleinement? Oui, absolument. Vous faites une analyse très brillante, et moi je ne saurais pas faire cette analyse a posteriori, mais ce qui est incontestable, c'est que si j'avais une idée en tête, et si j'avais une constante dans l'écriture, dans le découpage, dans le tournage, c'était la notion de contraste et de paradoxe. Et c'est quelque chose qui, pour moi, était vraiment l'essence de ce film. C'était cette idée d'un contraste permanent qui ne peut disparaître dans aucun aspect du film. Et dès la première mélodie, dès ces notes de piano que cet enfant fait dans le plan d'ouverture sur le plâtre de son père, cette mélodie de Schubert est pour moi quelque chose, à chaque fois que je l'entendais, qui suscitait en moi quelque chose d'extrêmement fort parce que contradictoire et que je n'arrivais pas vraiment à formuler, je n'arrivais pas à savoir pourquoi cette mélodie qui peut paraître douce suscitait en moi une sorte de bouillonnement intérieur, comme quelque chose qui était sur le point d'éclore, sur le point d'émerger, et qui était quelque chose de finalement violent qui était contenu. Et un jour, cette mélodie qui me travaillait tellement que je savais vouloir utiliser dans le film, je vois sur YouTube tout à fait par hasard un interprète de Schubert qui parle de cet air et qui, en parlant, dit que pour lui, en fait, c'est une musique qu'il faut lire de deux façons, puisqu'on peut la trouver extrêmement douce, extrêmement agréable à écouter, mais finalement, elle présage d'une explosion. On sent qu'il y a une explosion sur le point de poindre. Et je me suis dit, ben voilà, c'est exactement ce que je veux. Et donc ce contraste a été dans tous les aspects, dans le choix des décors, dès que je faisais des repérages, dans la mise en scène, dans
les dialogues, il y a toujours eu ce double jeu, il y a toujours ce passage d'une interprétation à une autre, ou par exemple dans le choix des chansons iraniennes que j'ai aussi soigneusement sélectionnées pour ce film. À chaque fois, il y a ce contraste entre une mélodie qui est très entraînante, très gaie, très dansante, et des paroles qui sont déchirantes. Et ça faisait partie des contrastes que je voulais être au cœur du film. و پارادوکس هم به خاطر این برای من خیلی دغدغه اصلی و تم اصلی کار بودش، به خاطر اینکه واقعا حس زندگی میده، یعنی این به خود زندگی تو هر لحظهش. Et ce n'était pas non plus une posture de vouloir à tout prix avoir du paradoxe ou du contraste. Pour moi, c'était tout simplement la traduction de la vie. Pour moi, dans la vie, ce qui caractérise la vie, c'est que dans chaque moment tragique, il y a aussi du comique. Dans toute chose grave, il y a du léger. C'est vraiment ce qui caractérise la vie. Donc, il me semblait que si je choisissais une dimension au détriment de l'autre, je rendais précisément mon film unidimensionnel, que j'enlevais à la vie tout son relief, et c'est ce que je ne voulais pas pour ce film. Je voulais que ce film ait la complexité de la vie. Alors de la vie, je glisse quand même une autre question, sauf qu'il est très très tenté par la mort, le film, elle est omniprésente. Au début, on se demande à quoi on joue, et bien on joue à être mort, le personnage met la tête de l'autre côté de la fenêtre, et du coup, il est pris pour un mort par l'autre. Ça commence par l'enterrement du portable, ça finit par l'enterrement du chien. Elle est vraiment partout, en fait. Et vous disiez, dans l'entretien de Positif, puisque le film fait la couverture, qu'il y a quelque chose auquel vous étiez attentif, c'est qu'on ne pense pas que la fuite vers l'Occident pouvait être teintée de cette dimension mortifère, et du coup, la présence en Orient puisse être du côté de la vie, par exemple, que reflèteraient les chansons. Mais que ce que vous vouliez raconter, c'était vraiment la peur de l'inconnu de la famille, et que du coup, cette crainte de la mort était une façon d'être dans la subjectivité de la famille. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu mieux nous expliquer cette omniprésence de la mort et ce qu'elle représente pour vous en termes de point de vue? Je crois vraiment que j'ai choisi cette histoire, en fait, cette histoire en quelques mots, cette histoire extrêmement simple, en raison de son potentiel bien plus grand pour procéder à quelque chose qui soit beaucoup plus universel, beaucoup plus important. Au fond, le fait que ce soit un départ qui a forcément des raisons politiques, c'est pas ce qui m'intéressait, ou en tout cas, je ne voulais pas enfermer ce récit dans cet enjeu-là. Pour moi, ça n'avait pas d'intérêt de caractériser ces personnages en donnant une cause à ce départ, ou en leur donnant même un passé ou même un prénom. Ils n'ont même pas de prénom ou de passé, parce que je ne veux pas les enfermer dans une anecdote ou dans un regard qui pour moi serait un regard assez vertical sur une situation précise, en disant bon, bah, ces gens-là, ils sont obligés de passer par ces affres-là. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit au contraire de donner une dimension qui soit plus universelle, mais aussi plus élevée, qui soit une dimension qui soit de l'ordre d'une réflexion existentielle sur la vie, sur la mort, sur la perte, sur le deuil, sur la séparation, sur l'affranchissement d'un climat familial. Ce sont des choses qui sont des thèmes éminemment humains et dans lesquels chacun peut se reconnaître. Et moi, le cinéma qui m'intéresse, au fond, en tant que spectateur, c'est ce cinéma-là. Donc avoir une histoire qui soit la trame de départ, mais avoir autour de cette trame beaucoup de fenêtres qui s'ouvrent, beaucoup de bulles de réflexion qui s'ouvrent et qui restent ouvertes. Pour moi, c'est important de ne pas enfermer mon personnage, mais de ne pas enfermer non plus toutes les ramifications de réflexion ou de rêverie que chacune des scènes ou chacun des moments peut ouvrir pour le spectateur. میدونم از من انتظار جواب واضح‌تر داری، ولی قضیه اینه که میدونم اگه بخوام بیفتم تو این قضیه که بخوام تحلیل کنم. Je suis sûre que tu attends des réponses plus claires de moi, mais je pense que ça serait pas très intéressant que je vienne moi en tant que cinéaste analyser mon film. Donc j'essaye de louvoyer. Je n'attends rien, je suis ouvert à toutes les réponses. Allez, qui pose la première question? Le fait que je suis iranienne, je voudrais quoi parler en persan.
Je vous remercie beaucoup, Pana Panahi, d'avoir fait ce film-là, de nous avoir permis de voir ce film-là. Parce que moi, pendant chaque plan, chaque moment de ce film, c'est moi-même que je voyais. C'est moi-même que je voyais quitter l'Iran, même si je suis partie avec un visa d'étudiant et je suis partie légalement. Et pourtant, chaque chose qu'est proposé ce garçon, chaque chose qu'il vivait avec sa famille, c'est exactement ce que j'ai vécu. Et je suis particulièrement touchée de ce que vous décriviez comme un paradoxe, cette coexistence très intime de la joie et de la peine, du tragique et du joyeux. C'est vraiment ce qui fait la réalité des Iraniens d'aujourd'hui. Donc je suis très heureux qu'un film montre cela, que l'on dise qu'en dépit de la tragédie que vit l'Iran, les Iraniens continuent de nourrir cette joie, de vivre cette joie. Et je suis très heureux que ce soit quelqu'un de la génération qui est en train de quitter l'Iran, qui déserte ce pays, peut-être pour toujours, peut-être pas, mais que ce soit cette génération qui manifeste la présence de cette joie. Ce témoignage est très précieux et je te remercie beaucoup de l'avoir livré. Bonsoir. Je voulais vous remercier pour votre film et vous dire quand même qu'il m'a torturée parce qu'à chaque fois que j'avais envie de pleurer, il me faisait rire. Et que du coup, j'ai plein d'émotions à l'intérieur de moi et je ne sais pas comment ça va sortir. J'avais un petit message que je voudrais vous donner pour votre père. Dites-lui que... j'ai envie de dire que nous l'aimons. Enfin, moi, je l'aime, mais je suis sûre qu'on est plein ici à l'aimer parce que si on est venu alors qu'on ne vous connaît pas, c'est parce que quand même, c'est un film de Panahi. Donc on s'est dit, avec une carte de visite pareille, ça doit être un bon film. Et puis j'ai une question, c'est une question pratique. C'est comment est-ce qu'on fait pour diriger un enfant comme l'enfant qu'il y a dans le film? Enfin, est-ce que vous avez écrit des dialogues et que vous les lui avez fait apprendre? Ça me semble pas possible. Est-ce que vous lui avez expliqué les scènes et vous l'avez laissé improviser dessus? Enfin, c'est incroyable, quoi, ce gamin, ce qu'il dégage. Ça a été tout ce qu'il donne, tout ce que l'on voit, tout ce qu'il dit comme texte, c'est ce qui était écrit pour lui. Il exécute parfaitement ce qui lui a été demandé. Il y a 95% de ce qu'il joue qui était écrit, donc il y a très peu d'improvisation. Je vous avoue que c'était un peu le casse-tête de départ quand je me faisais lire mon scénario aux gens. Les gens me disaient d'accord, très bien, mais comment tu vas faire avec un enfant de cet âge-là, tourné en campagne, loin de la ville, un enfant de cet âge-là, dans ce rôle-là, comment tu vas faire? Et ben, j'ai eu un coup de chance extraordinaire avec le troisième enfant que j'ai auditionné, c'était lui, c'était ce petit Ryan, et dès qu'il est entré, que j'ai vu l'énergie qu'il dégageait, que j'ai passé 5 minutes à discuter avec lui, je me suis dit c'est lui, ça sera lui. Et j'ai été immédiatement saisie par son génie. C'est ce que j'ai perçu en lui. C'est un enfant extrêmement intelligent qui écoute très attentivement, qui est très attentif à tout ce qu'on lui dit, qui émet des opinions très saisissantes aussi sur ce qu'on lui propose et qui est d'une précision, d'une vivacité d'esprit assez unique. Et quelque chose qui me préoccupait dès le départ, par exemple, c'était ses chansons dont je savais qu'il devait chanter la toute dernière chanson, notamment la façon dont il allait interpréter cette chanson. Et donc, même si le moment d'entretien d'audition avec lui a été extrêmement convaincant, pour être tout à fait sûr que ça fonctionnerait, je lui ai donné cette chanson et je lui ai demandé de l'apprendre et de m'appeler une fois que la chanson serait apprise. Il est parti et 2 heures après, j'ai reçu une vidéo. Il ne savait pas encore lire, il était trop jeune pour lire, donc c'est sa mère qui lui avait chanté la chanson et il l'avait chantée, jouée face à la caméra d'une façon absolument hallucinante en l'espace de 2 heures. Donc j'ai su que ce serait la bonne personne et tous les jours sur le tournage, j'ai été ébahie par son intelligence. Un conseil très utile que m'avait donné Jafar, mon père, c'était de ne jamais répéter avec un enfant. Donc ça, je savais que
Il m'avait dit si tu les fais répéter, ils deviennent complètement mécaniques. Donc je savais qu'il n'était pas question de répétition avec lui, mais je ne lui avais même pas donné de scénario ni dit de quoi parlait le film. Je lui avais dit qu'il allait tourner dans un film d'action. Donc c'est ça qui le rendait très heureux et qui le faisait arriver tous les matins avec l'excitation en se disant que c'est ce jour-là qu'il allait tourner ses scènes d'action. Et donc il arrivait tous les matins, nous on était prêts, on avait déjà répété, les lumières étaient prêtes, et 1 heure avant le tournage, il venait avec sa mère, et sa mère lui lisait son texte du jour. Et avec ce cerveau génial qu'il avait, en 1 heure il connaissait son texte par cœur, et donc il venait, seulement la chose que moi j'avais à faire chaque jour, et avant chaque plan, c'était de jouer avec lui, de vraiment m'engager dans un jeu avec lui, pour le faire arriver au niveau d'énergie dont j'avais besoin pour ce plan-là. Et ça m'a épuisée. Ça a été ce que j'ai eu à faire de plus dur de tout ce projet, à chaque plan me mettre à son niveau et l'exciter et le faire arriver juste au diapason de la scène. Et ça fonctionnait, c'est-à-dire qu'il ne se trompait jamais, il n'oubliait pas son texte, il ne se trompait jamais dans son texte. J'avais tout simplement des précautions à prendre pour ses mouvements, pour ses déplacements, pour que ça soit pour le coup assez souple et fluide. Mais en dehors de ça, voilà, il fallait juste lui insuffler la pêche et après ça marchait tout seul. La dernière question sera en persan, j'en glisse une avant, puis après je vous rappelle qu'il y a un pot à la Fabu. L'avant-dernière question, c'est une remarque qu'il faisait dans notre entretien, c'est-à-dire que les 3 personnages masculins représentaient 3 âges de la vie d'un même homme, et que ce même homme, ça pouvait être vous. Alors est-ce que vous pouvez nous développer cette idée-là, de ces 3 âges de la vie de cet homme qui pourrait être vous? من خودم بچه رو کودکی خودم همون شور و عشق به زندگی که توی کودکی داشتم نگاه می‌کردم، پسر بزرگ و یأس و سرخوردگی که توی دوران جوانی سراغ من اومده بود اوایل 20 سالگی و اینکه Oui, en effet, ce petit garçon tel que je l'ai écrit, c'est moi. Je l'assume et on me l'a beaucoup dit. Des gens qui m'ont connu enfant m'ont dit qu'ils me reconnaissaient. Cet enthousiasme, cette vitalité, cet enthousiasme et cette célébration de la vie, c'est vraiment ce que je ressentais, ce que je dégageais petit garçon. Et assez rapidement, au fil des années, je suis devenue ce grand frère. Au début de ma vingtaine, j'étais aussi désabusée, désenchantée que lui, et pris d'un désespoir assez profond qui m'a accompagnée un certain nombre d'années. Et je me projetais, encore au moment d'écrire le film, je me projetais en restant encore quelques années dans ce marasme-là, dans la société iranienne, comme ce père impuissant, qui n'a rien pu faire de sa vie et qui ne réagit pas qu'en étant quelqu'un de complètement passif, à qui il reste peut-être un peu d'humour cynique, mais pas vraiment rien d'autre qui le rattache à la vie. Bonsoir, madame Monsieur. Je vous parle personne définie la mémoire. سلام میفرستم به شما جناب آقای پناهی. من یه خاطره‌ای می‌خواستم عرض کنم. سال 88 بود اتفاقاتی که داخل ایران افتاد منجر به بازداشت بسیاری از فعالان مدنی، حقوق بشر و سیاسی در ایران شد، من جمله خود من. بعد در اونجا ما در زندان که بودیم و خارج زندان با پدر بزرگوار شما ما آشنا شدیم و بسیار از ایشون بهره بردیم. و این رو عرض کنم که بسیاری از کارگردان‌ها در آن مقطع در ایران بودن، میتونستن که صدای مردم ایران رو برسونن ولی چنین انجام ندادن. ولی پدر بزرگوار شما چنین انجام داد و صدای مردم ایران رو به جهانیان رسان. دنیا ببینید چقدر کوچیکه که ما با آقای پناهی تو ایران خیلی جاها ما میرفتیم و آقا همدیگر رو میدیدیم. حالا امشب اتفاقی ما پسر ایشون رو اینجا ما دیدیم. یه خاطره هم عرض کنم که ببینید من به آسونی از ایران بیرون نیومدم.
ما 3 تا از اعضای خانواده اون معذرت میخوام آقا، چون تمام اینا هم نشستن و من باید اینا رو ترجمه کنم، شاید خاطره شخصیتون بهتر. یه دقیقه من به شما بگم دقیقاً این فیلم زندگی شخصی بنده بود. ما 3 تا از اعضای خانواده ما تو ایران مشکل مواجه شد. دقیقاً همین کوهایی که الان تو این تصویر ما مشاهده می‌کنیم، دقیقاً من این کوها رو میشناسم. از این کوها من عبور کردم، همین اتفاقا برای من افتاده. حالا آقای پناهی تونستن که یک بخشی از ماجرا عبور از ایران رو تعریف کنن. ما 10 کشور رد شدیم تا رسیدیم اینجا. این نشان میده که در اون کشور یه سری مشکلات هست. حالا با توجه به این مشکلات بسیار محبت فرمودن که آقای پناهی این مشکلات ما رو به جوامع بین‌المللی رساند. سپاسگزارم. Monsieur voulait remercier Pana parce que lui, en 2009, a été emprisonné, a côtoyé Jafar Panahi, donc il est très reconnaissant à Jafar Panahi d'avoir porté les protestations et les souffrances du peuple iranien sur la scène internationale. Et il trouve que c'est un très heureux hasard qu'aujourd'hui il puisse voir le film de son fils qui lui aussi relate un événement qu'il a lui-même vécu puisqu'il a traversé la frontière, pas seulement celle-ci, mais bien d'autres encore pour arriver jusque-là. Et donc il remercie également Pana d'évoquer cet épisode de la vie de nombreux Iraniens. Je crois que c'est le moment de remercier très fort Pana Panahi et Massoumeh Laïdji. Bravo, merci.